Mesdames et messieurs, bonsoir. Le cinquième numéro de cette politique est consacré essentiellement aux questions environnementales et particulièrement à celles liées au braconnage et à l'exploitation forestière illégale qui sont devenues des fléaux au Gabon selon certaines ONG. En effet, depuis plusieurs années, le commerce illégal de l'ivoire, de bois noble en Asie essentiellement suggère un véritable massacre. Le Gabon, dans ce sens, est indexé. Pourtant, en même temps que les ONG dénoncent ces différents massacres sur les éléphants, les panthères et le kevazingo, notamment, en même temps, les commanditaires et leurs exécutants échappent malheureusement à la loi. La sonnette d'alarme est tirée et le combat continue. La question fondamentale est, que faut-il faire? Pour évoquer cette question, nous recevons sur ce plateau Luc Matteau. Il est directeur exécutif de l'ONG Conservation Justice, dont la mission est essentiellement de rechercher les auteurs des crimes contre la forêt et la faune et de les remettre entre les mains de la justice. Luc Matteau, bonsoir. Bonsoir. C'est bien cela, l'émission de l'ONG Conservation Justice? Oui, en résumé, donc on appuie le gouvernement en effet en matière d'application de la loi, donc en matière de poursuites judiciaires, d'enquête. Donc on est vraiment une ONG qui collabore beaucoup avec les différentes autorités, les eaux et forêts, mais aussi la police, la justice, pour les aider à faire appliquer la loi en fait. Une collaboration qui marche plutôt bien puisque on a vu dans la presse plusieurs éléments, plusieurs articles, plusieurs reportages sur les arrestations rendues possibles grâce à la collaboration entre votre ONG et un certain nombre d'éléments, comme vous avez cité la police judiciaire. Oui, bon alors je ne sais pas si c'est positif parce que ça montre aussi qu'il y a beaucoup de trafic et il faut savoir que quand il y a un trafiquant d'ivoire qui est arrêté, il faut estimer qu'il y en a 10 qui passent entre les mailles du filet, donc c'est positif, mais ça montre aussi l'ampleur de la tâche et des problèmes à résoudre. Alors, à mes côtés, Marie-Angèle Ngono, journaliste à la rédaction de Canal 7, est sensible aux questions environnementales. Marie-Angèle, bonsoir. Bonsoir, Samferod. Alors, la première question sera pour vous. Justement, Monsieur Matteau, le braconnage est-il aussi présent et inquiétant que vous le dites, que vous le dénoncez grâce à votre ONG? Ben c'est toujours difficile d'estimer et de donner des chiffres, mais on peut se rapporter à deux études, deux données intéressantes. Il y a quelques années, à Minkébé, on a vu que donc il y a eu des inventaires sur le nombre d'éléphants. On a vu que le nombre d'éléphants est passé de 20 000 à 9 000 en 8 ans. Donc c'est 11 000 éléphants en moins. Ça, c'est uniquement dans la zone de Minkébé. Donc on voit qu'il y a un très gros braconnage. L'autre donnée qui est intéressante, il y a quelques semaines, le professeur Wasser de l'Université de Washington, qui étudie la génétique des éléphants. Donc ils étudient également l'ADN sur des ivoires qui sont saisis dans le monde entier. Et ils ont pu montrer qu'une grosse quantité des ivoires qui sont saisis en Afrique de l'Ouest, mais aussi en Malaisie, à Hong Kong, en Asie, proviennent du Gabon. Donc le Gabon est le premier pays ciblé en matière de trafic d'éléphants de forêt. Pour les éléphants de savane, c'est la Tanzanie. Donc voilà, ça montre vraiment que sur la scène internationale, l'ivoire du Gabon se retrouve vraiment dans le monde entier, en particulier en Asie. Et depuis votre arrivée, excusez-moi, depuis votre arrivée jusqu'à ce jour, le braconnage, il est en augmentation ou il est en train de stagner? Quelle est la situation au niveau du Gabon? Effectivement, compte de votre action sur le terrain. Est-ce que ça a permis de faire reculer les chiffres? Sinon, quel est le pourcentage? C'est vraiment difficile à dire parce qu'évidemment, le trafic, c'est quelque chose qui est caché. Donc, c'est très difficile de donner des statistiques. Mais ce qui est sûr, c'est que le trafic d'ivoire, il est bien présent. En diminution, je ne crois pas. En augmentation, c'est peut-être difficile à dire, mais je crois que grosso modo, ça stagne. Les peines ici sont très peu dissuasives. La loi est faible au Gabon et en plus elle n'est pas toujours appliquée de manière stricte, donc inévitablement le trafic, j'ai l'impression qu'il stagne. On essaye de limiter un peu la casse, de limiter l'hémorragie, mais vu le contexte, je dirais que le trafic il est homogène, il continue à être aussi important. Est-ce qu'on peut faire une petite comparaison entre le braconnage au Gabon et au niveau de l'Afrique centrale? Donc le Gabon, c'est un pays qui était un peu préservé parce qu'il y a une population assez faible, il n'y a pas beaucoup d'habitants, il y a des grands massifs forestiers qui étaient
plus ou moins protégés parce qu'il n'y avait pas de route, il n'y avait pas d'exploitation illégale, d'exploitation forestière, qu'elle soit légale ou pas. Et maintenant, on voit qu'il y a beaucoup de massifs, y compris dans les parcs nationaux, le cas de Minkébé, où on retrouve beaucoup de braconniers. Donc le trafic, le braconnage a augmenté suite à ça. Et les mesures répressives, la dissuasion n'étant pas présente, le braconnage a beaucoup augmenté. Donc le Gabon qui était très préservé, où on parlait de 50 000 éléphants encore il y a 10 ans, maintenant il en reste sans doute 30, peut-être 30 000, 40 000, bon ça on ne peut pas vraiment le savoir, mais en tout cas, la menace a beaucoup augmenté, le braconnage a beaucoup augmenté depuis une dizaine d'années. Dans les autres pays, au Nord Congo c'est un peu similaire, au Cameroun le braconnage existe depuis peut-être plus longtemps, il y a beaucoup moins d'éléphants maintenant au Cameroun. Donc si on parle d'éléphants de forêt, c'est vraiment le Gabon et le Nord Congo qui renferment encore une grande population d'éléphants. Comment est-ce que vous avez accueilli, vous avez évoqué tout à l'heure la publication d'un rapport qui faisait savoir que dans le parc de Minkébé, qui est un parc national donc, où les éléphants sont censés être protégés, que cette population était passée de 20 000 à 9 000 individus. Comment est-ce que vous avez accueilli ce rapport-là? Donc c'est l'ONG WCS avec l'Agence nationale des parcs nationaux qui ont fait ces inventaires de faune. Et c'est vrai que c'était un peu choquant pour tout le monde parce que beaucoup de gens pensaient que Minkébé c'est très inaccessible. C'est vrai qu'il y a des braconniers, mais pas beaucoup parce que pour y aller, il faut marcher des dizaines et des dizaines de kilomètres. Et puis on s'est rendu compte que ça n'empêchait pas les braconniers qui viennent beaucoup du Cameroun, il faut le dire, du Congo également. Bon, il y a des braconniers évidemment du Gabon, mais qui réussissaient à parcourir même 50-100 km pour pénétrer vraiment dans le parc. Donc c'est devenu une zone de non-droit. Le gouvernement a fait fermer la mine d'or, la fameuse mine d'or de Minkébé. Donc ça c'est vraiment quelque chose de positif, parce que c'était une zone de non-droit où il y avait toutes sortes de trafics, d'insécurité. Donc voilà, mais c'était choquant pour tout le monde de voir vraiment à quel point la population d'éléphants avait diminué. Mais ce n'était pas non plus surprenant, parce qu'on voyait dans les zones périphériques comme Minvoul, Oyem, Makokou, Mekambo, Lalara, on voyait qu'il y avait beaucoup de trafic d'ivoire. Chaque semaine, vous aviez 50, 100, 200, 300 kilos d'ivoire qui sortaient. Donc il fallait bien que ça vienne de quelque part. Donc nous, on avait déjà tiré la sonnette d'alarme avant les inventaires en disant le Minkébé perd peut-être 1000 à 2000 éléphants par an, et puis ça s'est confirmé par les inventaires en fait. Alors vous êtes une ONG, et les ONG, c'est la société civile qui a notamment pour mission de mettre un peu la pression sur les gouvernements. Est-ce que ce rapport-là vous a amené, vous, à mettre un peu plus de pression sur le gouvernement? Est-ce que vous êtes allé avec d'autres ONG pour essayer de faire en sorte que le gouvernement puisse sécuriser autrement ce parc qui est un parc protégé? Bon, mais puisque les inventaires de faune ont été faits par WCS avec l'Agence nationale des parcs nationaux, ils étaient vraiment à la source de ça. Donc le gouvernement était très vite informé. Et je pense que l'Agence nationale des parcs nationaux a réagi. Donc ils ont quand même accentué leurs efforts de protection, etc. Mais après, c'est vraiment une tâche difficile. Et il y a encore beaucoup à faire. Il faut accentuer la surveillance, il faut accentuer les sanctions. Donc ce n'est pas seulement une administration, c'est vraiment tout le gouvernement, comme vous dites, qui doit réagir. Il faut savoir que les éléphants, ils étaient tranquilles dans la forêt profonde à Minkébé. Évidemment, il n'y a pas de village là-bas, il n'y avait pas de conflit avec les êtres humains. Le fait qu'ils soient braconnés comme ça, vous imaginez, de 20 000 à 9 000 éléphants, bon, ben, ceux qui restent, c'est la panique, c'est la pagaille, comme on peut dire. Donc, en plus de l'exploitation forestière illégale qui n'arrange pas les choses, donc les éléphants, finalement, ils se déplacent, ils se retrouvent maintenant proches des villages, et ça augmente aussi les conflits. Donc, c'est vraiment une question nationale qui doit être traitée par beaucoup d'administrations. Nous, on essaye toujours d'informer, de médiatiser, donc c'est le cas aujourd'hui, pour que le gouvernement soit conscient des menaces écologiques, économiques et même de sécurité. Justement, lors de la conférence de Kazan en mars dernier au Botswana, les experts avaient recommandé aux États de classer le braconnage, notamment le braconnage de l'éléphant, dans
de les classer dans le cadre des crimes. Est-ce qu'au niveau du Gabon, quelque chose est en train d'être fait dans ce sens? Vu que le Gabon était quand même très présent à cette conférence. Oui, ben c'est ça, le Gabon sur la scène internationale vraiment encourage beaucoup les autres pays à lutter contre le trafic, à collaborer avec les autres pays. Donc c'est positif, mais il faut aussi avouer que la loi au Gabon est très faible. On parle de crime, mais quand on voit qu'un trafiquant d'ivoire, quelle que soit la quantité d'ivoire, risque au maximum 6 mois de prison, on voit que ce n'est pas du tout dissuasif. Donc là, il y a le code forestier qui est en révision, on parle du code pénal qui pourrait changer, mais jusqu'à présent, on en parle depuis des années, jusqu'à présent, la loi n'a pas changé. Et tant que c'est le cas, bon, on peut arrêter des gens, mais s'ils sont libérés après 6 mois maximum, en général, on en parlait, c'est 3 mois en moyenne, c'est sûr qu'on va pas évoluer dans la bonne direction, en sachant que ce qui est vraiment ciblé, c'est le trafic, plus que le petit braconnier villageois. Ce qu'il faut cibler, c'est vraiment le trafiquant qui amène les armes, les munitions, qui corrompt certaines administrations, certains agents parfois, qui a un risque finalement, puisque quand il y a des armes qui circulent, quand il y a des blanchiments d'argent, c'est vraiment un risque pour la sécurité aussi. Donc il faut vraiment que ça devienne un crime si on veut efficacement lutter contre ça. Et on se rend compte que le braconnage de l'éléphant, par exemple, est accentué par l'exploitation du bois. Et donc, ça veut dire que c'est un sérieux problème également, l'exploitation du bois, surtout illégale. Oui, c'est ça. Il y a vraiment, dans le secteur forestier, on se rend compte qu'il y a plusieurs niveaux de sociétés, entre guillemets. Il y a des sociétés qui essayent quand même de jouer le jeu, donc des sociétés certifiées, des sociétés qui sont dans l'aménagement durable, qui ont des mécanismes pour minimiser leur impact, avec des barrières pour contrôler l'accès dans leurs concessions, avec des systèmes de surveillance qui informent dès qu'il y a du braconnage, etc. Et puis il y a toute une série d'autres sociétés qui vraiment exploitent le bois de manière anarchique et qui laissent tout faire dans leurs concessions, parfois qui facilitent ou qui organisent même le braconnage des éléphants. Donc vraiment, on espère que, je veux dire, les bons élèves dans les sociétés seront encouragés et surtout que les mauvais élèves vont être sanctionnés. Malheureusement, souvent, on se rend compte qu'il y a des sociétés qui ne jouent pas du tout le jeu, qui sont dans toutes sortes d'illégalités et qui malheureusement continuent à exploiter. Donc ça a un impact sur la forêt, mais aussi sur la faune, évidemment. Alors, puisque Marie-Angèle nous a fait entrer dans le chapitre de l'exploitation forestière illégale, lors de la dernière tournée de votre ONG dans le Goué-Vindo, ce qui est ressorti notamment, c'est que l'exploitation illégale est effectivement présente et que c'est soit que les sociétés n'ont pas de permis, soit qu'elles exploitent en dehors de leur permis. Comment est-ce que vous percevez cette situation et vous, en tant qu'ONG, est-ce que vous avez évoqué la question notamment avec le gouvernement? C'est vrai que la zone de Logoué-Vindo comme du Wallontem, il y a beaucoup des petites scieries qui se sont installées, souvent des scieries asiatiques pour la plupart, et qui n'ont pas de permis. Donc il faut bien qu'elles trouvent le bois quelque part pour alimenter leur scierie. Et donc ils achètent du bois un peu partout, ils facilitent l'exploitation illégale, ou eux-mêmes ils organisent ça. Et ça crée beaucoup de problèmes économiques, parce qu'évidemment ils ne payent pas de taxes, ils ne payent pas leurs impôts, ils ne respectent pas tout ce qui est code du travail. Et puis, bien sûr, environnementaux, puisqu'on voit ils coupent à outrance, ils ne respectent aucun aménagement, aucune gestion. Et plus il y a de sociétés comme ça qui s'implantent, qu'on laisse s'implanter, j'imagine, elles ne s'implantent pas d'elles-mêmes, plus il y aura de problèmes. Donc, c'est là que je dis qu'il faut voir quel type de société, quel type de structure on accueille au Gabon, et puis comment les contrôler, parce que si on laisse toutes sortes de sociétés comme ça s'installer, ça ne va pas aider le pays, à mon avis. Alors qu'il y a d'autres sociétés certifiées, qui sont dans l'aménagement durable, qui font quand même des efforts. Et je pense que c'est ces sociétés-là qu'il faut aider. C'est des sociétés qui ont souvent des grandes superficies, donc c'est plus facile de contrôler une société avec un grand permis que 10 sociétés avec des petits permis qui sont éparpillés et, comme vous dites, qui sortent même de leurs concessions, qui exploitent hors permis, qui utilisent parfois
les populations locales également pour développer leurs activités illégales, avec malheureusement beaucoup des complicités à différents niveaux. Alors, l'une des choses, l'un des phénomènes constatés sur le terrain, c'est l'abandon de bois. Et certaines communautés expliquent en fait que ce bois est abandonné justement, soit parce que les sociétés forestières emportent le bois dont ils peuvent tirer de réels bénéfices, soit parce que les sociétés forestières sont sous la pression, soit des communautés villageoises, soit des eaux et forêts, et partent en abandonnant tout ce bois-là. Alors, par rapport à cette problématique de bois abandonné, qu'est-ce que vous suggérez, vous, aujourd'hui, à Conservation Justice? Parce que c'est quand même des milliers de cubes, des milliers de mètres cubes de bois qui sont abandonnés et qui finissent par pourrir. Qu'est-ce que vous suggérez au gouvernement et quelles sont les dispositions, puisque vous êtes certainement en relation permanente avec l'administration des eaux et forêts? Mais ça, c'est bien connu que les sociétés non aménagées abandonnent beaucoup de bois. Il y a eu plusieurs études là-dessus qui comparent des sociétés forestières un peu anarchiques qui exploitent comme on exploitait il y a 20 ans, 30 ans ou 100 ans. Et puis, on compare ça avec des sociétés aménagées où il y a une planification, une gestion. On sait que tel arbre, on va le couper tel jour, on va le transporter, on va l'exploiter, etc. Donc tout ça est planifié. Les sociétés qui ne sont pas aménagées, ils envoient les abatteurs, on coupe, et puis on se rend compte que, ah non, faire la route, on n'a plus les moyens, c'est trop long, ça ne vaut pas la peine de ramener tel bois parce que le coût de la route va être trop important. Ils oublient parfois du bois. C'est des sociétés qui se déplacent aussi de village en village ou de zone en zone. Donc il y a un abandon énorme de bois. Donc c'est un dégât à la forêt, c'est une perte économique pour l'État, pour tout le monde. Et ça, vraiment, il faut lutter contre ça. Et de nouveau, concrètement, vous proposez quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? De nouveau, il faut favoriser, il faut travailler avec des sociétés qui soient aménagées et certifiées. Eux, ils n'abandonnent pas de bois. Ils savent très bien que dans telle zone, il y a telle quantité de bois. Ils vont faire la route avant d'aller couper. Ils organisent, ils planifient. Une société qui passe de village en village, ils coupent et ils sortent ce qu'ils peuvent le plus vite possible. Et ce qui reste en forêt, ça reste en forêt. Donc il faut de nouveau travailler avec des opérateurs sérieux. On les connaît. Il y a des sociétés certifiées, des sociétés aménagées. Pourquoi ne pas travailler ou exiger même que toutes les sociétés soient certifiées au Gabon? Pourquoi pas? Avec des auditeurs indépendants, avec des contrôles indépendants. Si on laisse implanter n'importe quelle société et qu'on les laisse faire, inévitablement, ça va être des problèmes récurrents et ça va toujours augmenter. Je crois qu'il y a 10 ans, 20 ans, il n'y avait pas autant de sociétés, il n'y avait pas autant de problèmes que ça. Est-ce qu'il ne serait pas également possible d'associer les populations, puisque c'est elles qui sont généralement les principales victimes, d'associer ces populations-là dans la surveillance de ces différentes sociétés qui viennent exploiter sur leur terre? Oui, donc il y a deux aspects. Le Code forestier actuel, dans son article 251, prévoit que les sociétés doivent participer au développement villageois à travers des associations structurées avec des élections, etc. Donc, c'est-à-dire que ces sociétés-là ne doivent pas simplement donner de l'argent comme ça, mais doivent développer des projets communautaires. Et donc, il y a une vraie collaboration, participation des populations qui ont aussi un droit de regard, qui doivent vérifier la quantité de bois qui est exploitée, etc. Donc ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est les forêts communautaires, où là, c'est vraiment les populations qui elles-mêmes demandent un petit permis, on va dire, autour de leur village pour exploiter le bois de manière normalement artisanale. Donc ils vont faire les scies eux-mêmes, ils vont faire la commercialisation, etc. Malheureusement, on voit que ce deuxième type de permis est de nouveau un peu bradé. Et finalement, derrière, c'est des sociétés forestières industrielles qui récupèrent ça avec la complicité de certaines populations. Je crois que les populations perdent un peu espoir aussi parce qu'ils voient l'exploitation illégale à droite, à gauche, le bois qui sort de zones où il n'y a pas de permis parfois. Donc finalement, ils veulent aussi leur part du gâteau, comme on dit. Et voilà, mais il faut réussir à avoir des sociétés qui s'organisent et jouer le jeu avec eux, les aider pour qu'ils puissent exploiter le bois eux-mêmes, pas de manière industrielle, mais de manière progressive. Et ça peut vraiment permettre le développement de villages. Quelques Kevazingo exploités par an, ça vaut des millions et ça peut vraiment permettre un vrai développement local. Alors maintenant, on voit que c'est les sociétés industrielles qui arrivent, qui mettent les populations devant, ils arrivent, ils coupent tout
en 1 ou 2 mois, ils ont exploité ce que la population aurait pu exploiter en 20 ans et qui aurait pu rapporter beaucoup plus. Mais est-ce que le gouvernement ne pourrait pas, comment dire, est-ce qu'il ne pourrait pas exiger aux sociétés forestières une certaine quote-part pour les populations? C'est-à-dire, par exemple, si une société doit couper 5 espèces ou alors 10 arbres, voilà, on dit, vous avez par exemple 6 qui vous appartiendront et les 4 autres reviennent aux populations. Est-ce que cela n'est pas possible pour que les populations se sentent moins abandonnées? Mais c'est ça, il y a les deux aspects. Soit l'article 251 qui veut que les sociétés forestières aident au développement local, ou les forêts communautaires, où là, c'est les populations elles-mêmes qui exploitent. Mais l'aide au développement local, c'est vague. C'est peut-être pour ça aussi que ça ne se ressent pas. Il y a le cahier des charges, cahier des clauses contractuelles, donc cahier des charges, en gros, qui prévoit ça, normalement. Donc chaque société doit contribuer à travers ce cahier des charges au développement local. Donc ça peut être... Après, on ne peut pas imposer, il faut que les populations elles-mêmes disent... Sur le terrain, il n'y a rien de tout cela, parce que dans le Koué Jindo, notamment les sociétés chinoises, il faut bien les citer, ne respectent pas du tout leurs engagements, parce que les populations l'ont dénoncé dans plusieurs reportages que nous avons passés sur Canal 7. Ils reçoivent effectivement qu'en arrivant, les sociétés proposent... du moins miroitent un certain nombre de bienfaits, un certain nombre d'avantages aux populations, et puis lorsqu'elles ont coupé leur bois, elles ne veulent plus rien entendre. C'est bien que vous parliez des sociétés chinoises, comme ça c'est pas moi qui les dis en premier. Ce sont les faits. Hein. Oui, c'est ça. Donc, de nouveau, on parle de sociétés qui sont aménagées, certifiées, où là, il y a vraiment un programme. Si vous allez à CEB, bon, je ne vais pas faire de la publicité, mais vous allez dans certaines sociétés, aller sur la route Okonja-Franceville, aller dans certaines zones dans le Haut-Tabanga ou vers Penny, Manji. Vous allez voir que là, il y a vraiment un fonds que les sociétés forestières ont pour les populations, avec, ils créent des écoles ou des maisons, des projets même de scierie mobile, etc. Donc il y a beaucoup de projets comme ça. Moi, j'avais fait première fois que je suis allé au Gabon il y a plus de 10 ans. J'étais dans un village qui avait reçu 100 millions. Mais ce n'est pas qu'on a donné l'argent comme ça. La société, c'était près d'Okonja. Ils ont construit l'école, ils ont fait des maisons, ils ont fait des projets avec une scie mobile, bon, toutes sortes de choses comme ça. Donc il y a des sociétés qui le font. Mais comme vous dites, les sociétés, souvent chinoises, pas toutes, mais souvent, l'aménagement, ils ne connaissent pas. Donc eux, ils coupent. C'est même, il n'y a pas de cartographe, il n'y a pas de plan, il n'y a pas d'aménagiste dans leur société. Ils sont dans toute illégalité. Évidemment, les populations, c'est leur dernier souci. Parfois, ils vont donner un peu d'argent par-ci, par-là, à un notable ou l'autre, pour un peu calmer la tension. Donc, de nouveau, il faut favoriser des sociétés, on les connaît, des sociétés certifiées. Si demain, le Gabon exige que toutes les sociétés forestières doivent être certifiées par... il y a des certificats comme FSC ou Corawood avant. Non, bon, en tout cas, FSC, c'est le plus connu. Si demain, le gouvernement gabonais exige ça, le problème est réglé. Il n'y a plus de problème. Mais tant qu'on laisse s'implanter des sociétés qui usent de corruption, de trafic d'influence, qui sont là pour exploiter le plus vite possible, et on va jamais s'en sortir, quoi. Que ce soit pour les populations, que ce soit pour l'État vis-à-vis des taxes, que ce soit pour le code du travail, que ce soit pour donc, leurs employés. Il faut choisir avec qui... Enfin, ça, c'est le Gabon qui décide, évidemment. Avec qui est-ce qu'on travaille? Est-ce qu'on travaille avec des sociétés sérieuses ou des sociétés qui sont dans l'illégalité, en sachant, entre parenthèses, que des sociétés qui sont dans l'illégalité, ils donnent de l'argent à droite, à gauche, pour continuer à travailler. C'est pas qu'on les laisse simplement faire gratuitement. On va boucler rapidement cette première partie, et on va basculer sur la question des peines, que vous dites peu dissuasives. Voilà, nous sommes sur le plateau de cette politique et nous recevons Luc Matteau, directeur exécutif de l'ONG Conservation Justice. Nous évoquons les questions de braconnage et d'exploitation illégale. L'une des questions fondamentales que je pensais vous poser, c'est de savoir est-ce qu'aujourd'hui on peut parler d'exploitation forestière au sein des parcs nationaux?
Puisqu'on parle de braconnage au sein des parcs nationaux, comme celui de Mikébé, est-ce qu'il y a de l'exploitation forestière au sein des parcs nationaux avérée aujourd'hui? Dieu merci, non. Ça, il faut reconnaître que on parle souvent des points négatifs, mais c'est vrai que au Gabon, je n'ai jamais vraiment entendu parler d'exploitation forestière dans un parc. Ce qui se fait dans d'autres pays, hein. Il y a beaucoup, je pense en RDC, là j'étais au Bénin il n'y a pas très longtemps, il y a des situations comme ça. Donc ça, on peut vraiment reconnaître, et ça c'est très positif pour l'Agence nationale des parcs nationaux. Il n'y a pas, on n'a pas encore de cas d'exploitants illégaux qui rentrent dans les parcs nationaux. Il faut dire que ce serait un peu visible, et on comprend que ce serait vraiment grave, et Dieu merci, ce n'est pas le cas. Alors, conservation-justice, on essaie de faire justice, de rendre justice à la faune et à la flore, disons-le comme ça. Et chaque fois que vous contribuez à une arrestation, vous essayez de faire condamner les indélicats. Hein. Et dans chaque article ou reportage que vous faites passer dans les médias, vous rappelez toujours que les peines infligées aux trafiquants sont peu dissuasives. Dites-nous-en un peu plus en fait sur cette question. Oui, bon, tout d'abord, nous... Est-ce qu'on peut parler d'impunité aujourd'hui? Bon, il peut y avoir certains cas d'impunité, ça peut arriver, mais... Donc tout d'abord, nous, on ne rend pas justice, évidemment, on est là pour appuyer le gouvernement, on aide la police, après, voilà, ils font leurs procédures, les eaux et forêts, ils transmettent au parquet, après, c'est les magistrats qui suivent. Nous, on appuie, on informe, on communique aux différentes autorités pour aider à l'application de la loi, mais ce n'est pas nous, évidemment, nous, on est une ONG, ce n'est pas notre mandat, on n'est pas là pour remplacer l'État, loin de là. Donc, impunité... Oui et non. Il faut savoir qu'il y a eu au Gabon quand même des cas intéressants grâce à l'ancien procureur d'Oyem qui était vraiment quelqu'un de très bien en 2012-2013. Vraiment avec beaucoup de courage, il a suivi des cas importants comme le préfet de Midzik qui a eu 7 mois de prison, le sous-préfet de Bolosoville qui a eu 12 mois de prison. Donc ça c'est c'est vraiment un message très fort et c'est vraiment encourageant. Ça montre que un procureur, une autorité peut faire une différence. Ce sont des cas exceptionnels parce que depuis 2013, on n'est pas au courant de nouvelles condamnations de cet ordre-là. En même temps, dans un reportage que nous avons eu sur Canal 7, vous évoquez véritablement le décalage qui existe entre le Gabon et ses voisins d'Afrique centrale, et mieux encore entre le Gabon et des pays comme le Kenya qui, comme le Gabon, ont quand même affiché leur volonté de protéger les espèces végétales et animales. Donc c'est ça, il y a deux volets. D'abord, au Gabon, la loi est très faible, avec 6 mois de prison maximum pour le trafic d'ivoire, enfin le trafic de faune. Au Congo, c'est 5 ans. Donc évidemment, devant un juge, le juge au Congo, il va pouvoir donner 5 ans de prison. Même s'il donne 1 an, on a l'impression que c'est pas beaucoup. Au Gabon, c'est 6 mois maximum. Donc si on donne 6 mois, on a l'impression que wow, c'est beaucoup, parce que c'est le maximum. Alors qu'en fait, c'est très peu. C'est très peu. Au Cameroun, c'est 3 ans. Au Bénin, ça peut aller jusqu'à 10 ans. Au Kenya, c'est 10 ans et même plus pour certains cas. Donc voilà, il y a la loi qui est très faible au Gabon. Et puis, il y a l'application parfois qui varie très fort d'une province à l'autre en fonction vraiment du procureur. On a vu, je dis l'ancien procureur d'Oyem en 2012-2013, vraiment, il était très engagé là-dedans. Il est à Mouila maintenant. Et là, on voit aussi qu'il y a un changement. Donc on voit qu'une personne peut vraiment faire une différence. S'il y avait 9 procureurs comme ça, donc sur les 9 provinces. À Tchibanga aussi, il y avait vraiment pas mal de résultats intéressants. Donc voilà, il y a 2 sur 9 qui sont vraiment engagés dans cette lutte. Peut-être les autres n'ont pas toujours vu l'importance de ces cas-là, qui sont peut-être des nouveaux cas. Mais ça veut dire que c'est faisable. C'est une question de volonté, c'est pas une question toujours de moyens, on n'a pas l'argent. Quand quelqu'un est arrêté, pour lui donner une peine de prison, pour faire une enquête un peu approfondie, c'est pas un problème de moyens, c'est vraiment la volonté. Oui, nous avons reçu le directeur général de l'environnement avec qui nous avons évoqué cette question de la faiblesse des peines.
la réponse qui nous avait été donnée, c'est qu'il faut d'abord sensibiliser, informer avant de passer à la répression. Est-ce que en ce moment précis et au regard de tout ce qui est fait, le braconnage, exploitation illégale de bois, on doit encore rester à sensibiliser? Ou est-ce qu'il n'est pas déjà possible, est-ce qu'il n'est pas temps de passer à la vitesse supérieure, appliquer les peines aussi lourdes que possible pour que les gens puissent comprendre? C'est ça, je pense qu'on a recensé depuis 2010 près de 1000 articles de presse qui mentionnent la loi. Donc je pense que les gens sont quand même bien au courant de la loi. Alors sensibiliser peut-être les populations locales, dans les villages, etc. C'est toujours bien de communiquer. Parfois les gens ne sont pas conscients des risques qu'ils prennent, etc. Après le trafiquant, le vrai trafiquant, il n'y a pas de sensibilisation. Je veux dire, c'est quelqu'un, c'est son métier, il s'enrichit avec le trafic d'ivoire ou de bois ou autre chose. C'est comme si un voleur vient chez vous, vous volez votre poste de télévision, vous n'allez pas lui dire, bon, on va te sensibiliser. C'est un trafiquant de drogue, vous n'allez pas dire, on va te sensibiliser. Donc je pense que la sensibilisation, c'est peut-être pour les populations, pour le grand public, mais pour le trafic, pour les trafiquants, il faut que les lois soient appliquées, parce que sinon, on ne peut pas sensibiliser un trafiquant. Il connaît très bien son travail, il connaît les risques. Donc il faut appliquer la loi. Bon, ça me semble logique en tout cas. Et selon vous, si vous était donné à vous de punir par exemple un trafiquant ou un exploitant illégal, quelle pourrait être votre peine? Je pense que je serais un magistrat assez strict quand même. Non, c'est sûr, mais il y en a. Hein. Il y a des juges qui sont très stricts. Je pense à Franceville aussi. Il y a eu des décisions fortes à Koulamoutou. Donc les choses ont quand même évolué bien. Mais il faut aussi donner l'opportunité aux magistrats de donner des peines fortes. Et ça, on ne peut le faire qu'en changeant la loi, qu'en renforçant les peines. Donc voilà, mais c'est vrai que quand on compare avec d'autres crimes, avec d'autres, je vais vous voler votre téléphone, je vais peut-être partir en prison 1 an, je ne sais pas, je peux aller en prison longtemps. Si j'exporte 4 tonnes d'ivoire qui valent, on va dire, 4 millions de dollars sur le marché chinois, ça peut valoir 2 milliards de francs CFA, je vais 6 mois en prison. Donc les peines sont faibles, les risques sont faibles aussi parce que les autorités n'ont peut-être pas compris la gravité de ça, mais les profits sont très élevés. Donc comme les profits sont très élevés, il faut que les peines aussi soient élevées. Oui, en ce qui concerne toujours les peines, est-ce que, puisque généralement on constate que certains exploitants corrompent la population, par exemple les chefs, est-ce qu'il est possible également de punir ce genre de situation, un chef qui est corrompu, et qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut à la fois punir l'exploitant? C'est vrai qu'on dit qu'il n'y a pas de corrupteur sans corrompu, mais quelle pourrait être la peine d'un chef de village, par exemple, qui a été corrompu? Donc là, on n'est plus dans le code forestier, c'est vraiment le code pénal qui punit la corruption. Donc là, évidemment, il faut justement utiliser pas seulement les lois qui sont dans le code forestier, mais ce qu'on trouve dans le code pénal ou la loi sur les armes et les munitions. Donc évidemment, après, c'est la décision des juges. Mais prouver la corruption, c'est pas souvent facile, il faut des preuves. Mais s'il y a des cas où c'est prouvé, il y a eu plusieurs cas où on a vu des exploitants illégaux donner tenter de corrompre un agent, qui a résisté et qui a fait arrêter l'exploitant. Il y a eu des cas comme ça. Là, il faut vraiment être très strict. Et malheureusement, sur ces cas-là, il n'y a pas eu des décisions très fortes. Il y a eu des saisies de bois, mais il n'y a pas eu de décision très forte. Or, il y a vraiment des tentatives de corruption et des corruptions très importantes. Alors évidemment, il y a des circonstances aggravantes, atténuantes. On comprend qu'un villageois, chef de village ou pas, on lui propose 1, 2, 3 millions, bon, il va être peut-être tenté, donc c'est peut-être ces circonstances atténuantes. Un exploitant illégal qui fait ça systématiquement, de manière organisée, c'est plutôt des circonstances aggravantes. Donc j'imagine qu'un juge sanctionnerait plus l'exploitant illégal que le villageois, mais les deux en vérité sont autant condamnables l'un que l'autre. Comme vous dites, il y a le corrupteur, le corrompu. L'un ne va pas sans l'autre et les deux sont attaquables en justice avec des peines qui peuvent aller
à plusieurs années. Je crois que corruption, on peut parler de cas de 10 ans, ça dépend du montant. Mais je crois que malheureusement, il y a peu de cas comme ça. D'accord. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure la question, ou du moins le souvenir, hein, de l'arrestation et de la condamnation du préfet de Minzik et du sous-préfet de Bolossoville. En même temps, certains ONG qui dénoncent la corruption évoquent l'influence des sphères politiques et administratives. On se rend compte que des fois, on a l'impression qu'il y a une main invisible parce que lorsque quelqu'un prend 22 jours de prison pour 150 kg d'ivoire qu'il détenait, c'est quand même assez étonnant. Des fois, on a même le sentiment que les personnes ne sont pas jugées et disparaissent carrément de la circulation. Êtes-vous d'accord avec ce qui s'est dit et en même temps, les populations témoignent quand même de la présence souvent aux côtés des sociétés forestières, des agents notamment des eaux et forêts? Ben oui, nous on est présents dans tout le pays et on voit vraiment que en fonction des provinces, il y a des procureurs ou des tribunaux qui sont plus stricts que d'autres. Mais c'est vrai que dans certains cas, pour l'Ivoire, on a souvent des déceptions. On sait par exemple ici que dans l'estuaire, depuis le début de l'année, il y a une dizaine de personnes qui ont été jugées. Vous parliez de 22 jours, ben c'est exactement ça. La moyenne, c'est 22 jours. Donc c'est vraiment ridicule. Là, il y a un cas de 150 kg d'ivoire récemment, donc il y a un cas qui est en cours. Là, il n'y a pas encore eu de condamnation, par contre. On espère que cette fois-ci, il y aura au moins... là, c'est le maximum. Est-ce que vous croyez-vous en une main noire derrière ces décisions? Vu que l'exploitation de bois, j'ai l'impression c'est peut-être aussi le fait de certaines personnes, de certaines personnalités. Dans la plupart des pays, hein, comme on est sur 9 pays, souvent dans la capitale, c'est souvent plus difficile. Parce que y a beaucoup d'interventions, comme on dit, beaucoup des appels, beaucoup des trafics d'influence. Peut-être aussi que les procureurs, les magistrats ont beaucoup plus de dossiers à traiter. Donc les dossiers sur la faune, ils les traitent pas bien ou ils les traitent trop rapidement. Mais c'est sûr qu'il peut y avoir des cas de, si pas de corruption, de trafic d'influence. Et dans le bois, mais ça c'est dans tout le pays, c'est vraiment un sérieux problème. Il y a beaucoup de complicité, il y a beaucoup des ventes aux enchères. On se rend compte qu'il n'y a même pas la moitié qui arrive au trésor. Là, je pense pour le nord du pays. Il y a des ventes aux enchères qui se font, qu'on ne comprend pas, ou des récupérations de bois. Donc il y a beaucoup de complicité vraiment en matière de bois. Le secteur forestier, c'est pire que la faune. Parce que là, il y a beaucoup plus d'enjeux. En même temps, dans ce secteur forestier, Conservation Justice ne semble pas avoir fait ce qu'elle a fait dans le secteur de la faune, par exemple. Pas d'arrestation, pas de cas particulier. C'est ça. Qu'est-ce qui explique cette situation? C'est justement, c'est ça, c'est les problèmes de complicité. En 2013, vraiment, le directeur général des forêts nous a beaucoup appuyé. Donc, on a signé juste fin 2012 la convention avec les eaux et forêts. Et donc, 2013, il y a eu beaucoup de cas. Il y a eu tout le cantonnement de Minzik qui a été mis en garde à vue, cantonnement des eaux et forêts. Chef de cantonnement qui est allé 4 mois en prison. Ici, à l'estuaire, le directeur provincial est aussi allé en garde à vue. Donc, il y a eu des cas vraiment forts. Le projet est parti vraiment de manière très dynamique, avec vraiment le directeur général des forêts qui poussait beaucoup. Et puis, depuis 2014, on constate les infractions, les problèmes, l'exploitation illégale. Il n'y a pas de suite, que ce soit au niveau des eaux et forêts, que ce soit dans les tribunaux. On travaille surtout dans le nord du pays. Comme je dis, l'ancien procureur était très actif, donc avec lui, on avait beaucoup de cas. Et puis, est-ce que c'est la politique? Est-ce que c'est juste la complicité, l'appât du gain? Une corruption qui s'est un peu développée, pour ne pas dire généralisée, dans certaines zones. Et donc, voilà, il y a de l'exploitation illégale. Tout le monde est au courant de ça. Tout le monde le voit. Vous allez au Wallentem, ou le Guevindo peut-être aussi, mais vous voyez le bois qui sort de zones où il n'y a pas de permis, le bois qui circule la nuit. On fait des rapports, tout le monde est au courant, mais il n'y a pas de suite, il n'y a pas de sanction. Donc ça, c'est un peu attristant. Et c'est pour ça que dans le domaine forêt, notre projet n'a pas les mêmes résultats, parce il y a beaucoup de blocages. On va basculer rapidement dans la troisième partie, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Vous poserez votre question juste après le jingle.
vas-y. Je voulais juste savoir si c'est également cette situation de corruption entre griffes qui peut expliquer cette disparité dans l'application de la loi par province, dans les différentes provinces. Oui, le secteur forêt, c'est un secteur qui a toujours été difficile. Alors avant, il y avait, comme on dit, les sociétés forestières qui donnaient le carburant aux eaux et forêts, le coca, comme on dit. Ça a toujours un peu existé. Il y a eu comme ça toujours un peu de, je ne vais pas dire d'amitié, mais de collaboration ou de facilité. Mais maintenant, ça a pris une ampleur avec beaucoup de sociétés asiatiques qui se sont développées. Pas seulement, il y a aussi des sociétés européennes qui sont impliquées. Même gabonaises. Oui, bien sûr. Et donc, ça s'est vraiment développé à un niveau maintenant où c'est organisé, c'est planifié, avec plusieurs administrations même qui sont concernées. Donc, oui, inévitablement, c'est l'appât du gain, c'est la corruption. Est-ce que le nouveau code forestier peut changer les choses, puisqu'il est en gestation là? Je pense qu'il sera... vous allez discuter là-dessus à partir du mois de septembre, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'il peut changer les choses en termes de peine et en termes de dissuasion, notamment de tous ceux qui peuvent être complices de ces pratiques-là? Donc le code forestier, il date de 2001. Et le nouveau code, il y a un code qui est en gestation, il y a eu plusieurs drafts comme ça. Et il faut bien dire que le dernier draft qu'on a vu, il y a une note d'opposition des ONG gabonaises, internationales, avec même des bailleurs aussi, de la coopération de l'Union européenne, l'Agence française de développement, on sont ici vraiment très inquiets par rapport au nouveau code. On a l'impression qu'on fait 20 ans, on part 20 ans en arrière. C'est-à-dire que les principes d'aménagement ne sont pas développés, on retrouve des petits permis qui ne permettent pas des aménagements, des petits permis qui ne nécessitent même pas d'aménagement, mais des permis de 50 000 hectares quand même. Donc il y a beaucoup de problèmes dans le draft là, du code forestier, donc si ça passe, est-ce que vous pensez qu'il passe? Est-ce que vous pensez qu'il peut passer, qu'il a des chances de passer? C'est ça, il y a d'un côté les sanctions ont augmenté, donc au début nous on regarde ça, on dit c'est bien, trafic d'ivoire, les sanctions augmentent, mais quand on regarde l'aménagement forestier, si ce code la passe... Il y a beaucoup plus d'argent. C'est vraiment une catastrophe. Mais bon, c'est un draft, donc on ne peut pas non plus présager, mais juste pour dire, il y a une note officielle d'opposition des ONG, société civile gabonaise, avec les ONG aussi internationales, l'UFIGA, donc le syndicat, c'est l'Union des forestiers industriels du Gabon. J'ai entendu qu'ils allaient faire une note et ils sont vraiment très très inquiets. Si ce code-là passe comme ça, les sociétés certifiées vont quitter le Gabon. Donc les sociétés un peu sérieuses, l'aménagement, c'est presque fini. Mais je crois honnêtement que ça ne peut pas passer comme ça parce que ce serait un peu trop grave. Peut-être que pour l'image du Gabon, ce serait vraiment négatif. Peut-être que ce code forestier va sauver le Kevazingo. Une question sur le Kevazingo. Apparemment, il y a un massacre sur le Kevazingo. Justement, c'est une essence qui n'est pas nombreuse et qui ne pousse pas très vite. Est-ce que, au regard de l'exploitation qui se fait concernant cette essence, elle pourrait complètement disparaître? Oui, donc le problème du Kevazingo, c'est que c'est un arbre qui... Bon, le Gabon est un peu un pays béni, donc il y a beaucoup de ressources, le pétrole, etc. Le Kevazingo, c'est un arbre qui se vend très cher. Et donc, il y a tellement d'enjeux financiers que des sociétés sont prêtes à corrompre des agents. C'est un système organisé qui se met en place avec des récupérations de bois, des ventes aux enchères. C'est une essence qui n'est pas abondante au Gabon. C'est une essence totem aussi pour les fans. Donc dans le nord du pays, donc il risque en effet de disparaître et c'est dommage parce que c'est une ressource économique importante. Or quand c'est des exploitants illégaux qui le coupent de manière anarchique et évidemment ils ne payent pas leurs taxes, il n'y a pas de retombées pour les populations, etc. Donc le Gabon perd beaucoup d'argent et une ressource vraiment importante. Au Cameroun, on l'appelle le Bubinga, donc c'est le Kevazingo, c'est un autre nom mais c'est la même espèce. Il est interdit d'exploitation déjà, parce que justement, il n'y en avait presque plus, c'était l'anarchie totale, donc ils ont dit on arrête l'exploitation du Keva. Si on le fait ici, malheureusement, il y a aussi des sociétés légales qui vont en pâtir, mais vu la situation, on a l'impression que c'est la seule solution, parce que, et même là, il y a tellement d'illégalité, tellement de complicité, j'ai l'impression, que même si on l'interdit, je parie qu'on va encore l'exploiter, mais au moins ça va freiner. Une toute dernière question, Luc Mato. Le FLEGT
ou tout autre programme impliquant les Nations Unies, l'Union Européenne ou l'Organisation mondiale du commerce peuvent-ils sauver l'Okevazingo? Une toute dernière question. Oui, donc c'est ça, le Gabon vraiment veut passer pour un pionnier dans la gestion forestière durable, le Gabon vert, etc. Donc il y a beaucoup d'engagement et c'est vraiment positif. Mais à côté de ça, donc il y a le FLEGT, c'est une initiative de l'Union européenne. Il y a des accords qui doivent se faire entre l'Union européenne et le Gabon en matière de bonne gouvernance forestière. Alors ces accords-là traînent beaucoup. C'est même, je crois, plus ou moins bloqué. Et c'est vrai que quand on voit l'exploitation illégale, on a l'impression que tout ça, ça ne se concrétise pas sur le terrain, la volonté ne se concrétise pas sur le terrain. Est-ce que je crois que c'est surtout au niveau du Gabon, avec ses lois, avec la volonté politique, c'est d'abord au Gabon à gérer ses ressources forestières. Bien sûr, on est dans un monde ouvert, il y a la mondialisation, etc. Donc les structures internationales extérieures peuvent aider, mais on ne peut pas aider si le gouvernement ne veut pas vraiment que ce problème d'exploitation illégale et surtout du Kevazingo soit réglé. Donc il faut d'abord que ça vienne du Gabon. On dit bon, on veut régler ce problème, on veut une gestion forestière durable, on le fait vraiment, et là les autres peuvent venir aider. Mais ça doit d'abord partir d'ici, évidemment. Merci Luc Mato, on espère que le Kevazingo sera sauvé d'ici là, avec peut-être une décision qui le classera comme patrimoine national ou comme espèce protégée. Merci Marie-Angèle Ngono d'être venue sur ce plateau. C'est la fin donc de cette émission. En attendant le nouveau code forestier, l'engagement réel du Gabon en matière pénale, nous continuerons d'évoquer sur Canal 7 les problématiques environnementales liées nécessairement au braconnage et à l'exploitation forestière illégale. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt.